Le château de la terreur. Conan compte bien bâtir un empire noir dont il serait le chef. Mais ses plans sont contrecarrés par une série de catastrophes naturelles et par les intrigues de ses ennemis. En effet, parmi les Bamulas, nombreux sont ceux qui se ressentent de l'ascension au pouvoir d'un étranger, d'un blanc. Abandonnant ses rêves et contraint de fuir, il se dirige vers le nord, traversant la jungle équatoriale, puis le Veld, aux hautes herbes. Il espère rallier le royaume à demi civilisé de Kush. Partie 1. Les yeux ardents. Au-delà des déserts inexplorés de Stygie, s'étendent les immenses prairies de Kush. Sur plus d'une centaine de lieues, il n'y a rien, sinon les perspectives infinies des herbes grasses. Ici et là, un arbre solitaire se dresse, rompant la monotonie du Veld légèrement ondoyant. Acacia épineux, dragonnier à feuilles ensiformes, lobélie au brun émeraude, euphorbes vénéneuses aux fleurs digitées. De temps à autre, un rare filet d'eau coupe la prairie, creusant un vallon peu profond, et donne naissance à une bande étroite de forêt le long de ses berges. Des troupeaux de zèbres, d'antilopes et de buffles, ainsi que d'autres habitants de la savane, parcourent le Veld et broutent au gré de leur migration. Les herbes hautes murmuraient et s'inclinaient sous le vent vagabond. Dans un ciel bleu cobalt, le féroce soleil tropical dardait ses rayons aveuglants. De temps en temps, des nuages se formaient. Un bref orage, accompagné de tonnerre, grondait et explosait, flamboyait d'une fureur extrême, pour cesser et disparaître, aussi vite qu'il était apparu. À travers ces étendues désolées et illimitées, comme le jour tombait, une silhouette solitaire et silencieuse avançait péniblement. C'était un jeune géant, puissamment bâti. Ses muscles se gonflaient et sinuaient sous une peau brunie et tannée par le soleil, marquée par les traces blanches d'anciennes blessures. Robuste de poitrine, large d'épaules, il portait pour seul vêtement un pagne et des sandales, ce qui mettait en valeur son corps magnifique aux longs membres. Sa poitrine, ses épaules et son dos étaient presque aussi noirs que ceux des habitants de cette contrée. Les mèches emmêlées d'une crinière hirsute de cheveux noirs et épais soulignaient un visage aux traits sévères et impassibles. Sous des sourcils noirs et froncés, des yeux farouches d'un bleu brûlant scrutaient sans cesse la savane, d'un côté et de l'autre, tandis qu'il avançait à grands pas, d'une allure souple et régulière, à travers le pays plat. Son regard, toujours en éveil, perçait les herbes épaisses et ombreuses autour de lui, rougies par l'écarlate irritée du soleil couchant. La nuit ne tarderait pas à tomber sur Kush. Dans peu de temps, profitant de l'obscurité de ses ailes occultant le monde, le danger et la mort rôderaient au sein des étendues désertiques. Pourtant, le voyageur solitaire, Conan le Cimérien, n'avait pas peur. Barbare entre les barbares, il avait grandi parmi les mornes collines de sa lointaine patrie. L'endurance d'acier et la vitalité farouche des grands espaces sauvages étaient siennes. Elles lui permettaient de survivre, là où des hommes civilisés, plus instruits, plus courtois et plus sophistiqués que lui, auraient péri d'une façon lamentable. Il marchait depuis 8 jours, sans aucune nourriture, à part le gibier abattu à l'aide du grand arc de chasse Bamula, qu'il portait à l'épaule. Néanmoins, le puissant barbare n'avait aucun moment atteint les limites de ses forces. Depuis longtemps, Conan était habitué à la vie rude des contrées sauvages. Bien qu'il ait connu les plaisirs langoureux de la vie civilisée, dans la moitié des villes du monde entourées de murailles étincelantes, il ne les regrettait pas. Il avançait toujours obstinément vers l'horizon lointain, à présent assombri par une brume pourpre et sombre. Derrière lui s'étendaient les jungles épaisses des royaumes noirs, situés au-delà de Kush. Là-bas, de fantastiques orchidées flamboyaient parmi les feuillages d'un vert foncé. Les féroces tribus noires menaient une vie précaire au milieu des terres arides, et le silence des pistes de la jungle moite et ténébreuse était seulement interrompu par le feulement du léopard bondissant sur sa proie, le grognement du cochon sauvage, le barrissement des reins de l'éléphant,
ou le cri soudain d'un singe en colère. Durant plus d'une année, Conan avait été le puissant chef de guerre de la tribu des Bamula. À la longue, les rusés prêtres noirs, jaloux de son ascension au pouvoir et nourrissant une haine féroce envers lui, en raison de son mépris affiché pour leurs dieux sanguinaires et leurs rites cruels et abominables, avaient instillé le poison dans l'esprit des guerriers Bamula, les montant contre leur chef à la peau blanche. Cela s'était passé de la manière suivante. Une période de longue sécheresse ininterrompue s'était abattue sur les tribus de la jungle. Avec le dessèchement des rivières et le tarissement des points d'eau, avait éclaté une guerre rouge et impitoyable. Les tribus d'Ébène se livrèrent de furieuses batailles afin de s'emparer des rares sources non taries du précieux liquide. Des villages furent livrés aux flammes, des clans entiers furent massacrés, et les cadavres se décomposèrent sous le soleil ardent. Dans le sillage de la sécheresse, de la famine et de la guerre, était survenue la peste. Elle avait déferlé sur le pays. Les langues malveillantes des prêtres intrigants rendirent Conan responsable de tous ces fléaux. C'était lui, affirmait-il, qui avait amené ces désastres sur les Bamula. Les dieux étaient en colère. Un étranger à la peau blanche avait usurpé le trône ivoirin d'une longue lignée de chefs Bamula. Conan, jurait-il, devait être écorché vif et mis à mort après 1000 tortures subtiles, immolé sur les noirs autels des dieux démoniaques de la jungle, sinon tous périraient. Une fin aussi funeste ne tentant guère Conan, il avait aussitôt riposté à sa façon dévastatrice. Une botte portée avec sa grande épée nordique à large lame avait transpercé le corps du grand prêtre, mettant un point final à ses invectives. Il avait ensuite fait basculer l'idole en bois, maculée de sang, de la divinité Bamula sur les autres chamans, et s'était enfui, disparaissant dans les ténèbres de la jungle environnante. Il avait marché durant de nombreux et pénibles lieux, se dirigeant vers le nord, pour atteindre finalement la région où la forêt dense cédait progressivement la place à de vastes prairies illimitées. À présent, il avait l'intention de traverser à pied la savane et de rallier le royaume de Couche, où sa force barbare et le poids de son épée trouveraient sans nul doute un emploi au service des sombres monarques de cet antique pays. Soudain, ses pensées furent arrachées à la contemplation du passé par un frémissement de son corps annonciateur de danger. Quelque instinct primitif de survie l'avait averti d'un péril imminent. Il s'arrêta et regarda autour de lui, scrutant les grandes ombres projetées par le soleil couchant. Tandis que les courpoils de sa nuque se hérissaient au contact de cette menace invisible, le gigantesque barbare interrogea l'air de ses narines à l'odorat très développé, et sonda la pénombre de ses yeux où couvait un feu inquiétant. Il ne voyait et ne sentait rien. Pourtant, cette mystérieuse sensation de danger, innée chez les hommes des régions sauvages, lui disait que le péril était proche. Il sentit se poser sur lui, avec la légèreté d'une plume, des yeux invisibles. Il se retourna brusquement, suffisamment vite, pour entrevoir 2 grands globes brillants dans la pénombre. Presque au même instant, les yeux ardents disparurent. Si fugitive avait été la vision, et si prompte sa disparition, qu'il fut tenté de la rejeter et de la considérer comme un produit de son imagination. Il se détourna et se remit en marche. À présent, il était sur ses gardes. Comme il poursuivait sa route, des yeux flamboyants s'ouvrirent à nouveau, au sein des ombres épaisses des herbes denses, pour suivre sa progression silencieuse. Des formes fauves et sinueuses se glissèrent après lui, se faufilant sans bruit à travers les fourrés. Les lions de Couche étaient sur la piste de Conan, avides de sang chaud et de chair fraîche. Partie 2. Le cercle de la mort. 1 heure plus tard, la nuit était tombée sur la savane, à l'exception d'une bande étroite de lumière à l'ouest, le long de l'horizon. Les derniers feux du couchant, sur lesquels se profilait de temps en temps un arbre rabougri et noueux du veld, formant une silhouette sombre. Conan avait presque atteint les limites de son endurance. 3 lionnes avaient jailli des ombres, se jetant sur lui, à droite et à gauche. Par 3 fois, il avait repoussé ses attaques, grâce à ses flèches rapides et mortelles.
Il était difficile de tirer avec précision dans les ténèbres qui s'amoncelaient. Pourtant, un grognement furieux poussé par les félins bondissant vers leur proie lui avait appris, par 3 fois, qu'il avait touché sa cible. Néanmoins, il n'avait aucun moyen de savoir s'il avait tué ou seulement blessé les redoutables prédateurs. À présent, son carquois était vide. Il savait que c'était une simple question de temps. Bientôt, les maraudeurs silencieux se lanceraient de nouveau à l'attaque et auraient raison de lui. 8 ou 10 lions étaient sur sa piste. Le barbare endurci connut les affres du désespoir, ce qui était rare chez lui. Même si sa puissante épée avait raison d'un ou deux de ses attaquants, les autres le déchiqueteraient et le mettraient en pièces avant qu'il puisse taillader ou frapper de nouveau. Conan s'était déjà battu avec des lions et connaissait leur force prodigieuse. Il pouvait rattraper un zèbre à la course, le jeter à terre, le tuer et le traîner jusqu'à leur gîte, aussi facilement qu'un chat le fait avec une souris. Conan était l'un des hommes les plus forts de son temps, mais si un lion plantait ses griffes et ses dents dans son corps, cette force ne serait guère plus efficace que celle d'un enfant. Conan continua de courir. Il courait depuis bientôt 1 heure à présent, ses longues foulées dévorant les lieux. Au départ, il avait couru sans effort. Maintenant, il commençait à se ressentir de sa fuite épuisante à travers les jungles obscurs et de la longue marche de 8 jours à travers la plaine. Sa vue était trouble. Les muscles de ses jambes le faisaient horriblement souffrir. Il avait l'impression que chaque battement de son cœur cognant comme un marteau de forge drainait de sa carcasse gigantesque ses dernières parcelles d'énergie. Il adressa une prière à ces dieux sauvages pour que la lune surgisse des nuages denses et orageux. Ceux-ci occultaient la plus grande partie du ciel. Il pria pour qu'un tertre ou un arbre vienne rompre la monotonie de la plaine légèrement ondoyante, ou même un rocher, où il pourrait s'adosser et livrer son dernier combat contre la horde. Les dieux n'entendirent pas sa prière. Les seuls végétaux de cette région étaient des arbrisseaux épineux, de forme naine. Ils poussaient jusqu'à une hauteur de 6 ou 8 pieds, pour étendre ensuite leurs branches à l'horizontale et prendre la forme d'un champignon. Même si Conan réussissait à grimper sur l'un de ces arbres, au mépris des épines, le premier lion venu se glisserait facilement jusqu'au pied de l'arbrisseau. D'une détente souple, il bondirait jusqu'à lui et le ferait tomber à terre, avant de le mettre en pièces. Les seuls tertres étaient des termitières. Certaines atteignaient plusieurs pieds de hauteur, mais elles étaient trop peu élevées pour lui servir de lieu de retranchement. Il n'y avait rien à faire, sinon continuer de courir. Pour s'alléger, il s'était débarrassé du grand arc de chasse après avoir décoché sa dernière flèche, bien que cela lui fendît le cœur de jeter cette arme splendide. Carquois et Lanière avaient bientôt suivi. À présent, il n'avait plus sur lui qu'un simple pagne en peau de léopard, à ses pieds des sandales à longs lacets et une outre en peau de chèvre contenant de l'eau. Il tenait à la main la lourde épée glissée dans son fourreau. Se défaire de ceci signifierait renoncer à tout espoir. Les lions étaient presque sur ses talons. Il sentait l'exhalaison âcre de leur corps souple et entendait leur souffle rauque. À tout moment, il risquait de le cerner et de se jeter sur lui. Alors il livrerait son dernier combat, défendant chèrement sa vie jusqu'à ce qu'il le déchire. Il s'attendait à ce que ses poursuivants observent leur tactique séculaire. Le plus vieux des mâles, le chef du groupe, le suivrait, courant derrière lui, flanqué des mâles les plus jeunes. Les lionnes, plus rapides, allaient prendre de l'avance, le précéder de chaque côté et adopter une formation en croissant. Une fois qu'elle l'aurait suffisamment dépassé, elle refermerait le cercle et le prendrait au piège. Alors les fauves se jetteraient sur lui, de tous les côtés à la fois, rendant impossible toute défense efficace. Le paysage fut soudain inondé de lumière. L'œil argenté et rond de la lune contempla les plaines immenses, baignant de son regard la silhouette mouvante du gigantesque barbare, traçant des lignes d'argent pâle sur les muscles des lions, qui bondissaient, enveloppant leur pelage fauve de sa lueur spectrale. L'œil exercé de Conan aperçut le reflet lunaire sur un pelage strié, devant lui sur sa gauche. Il comprit que la manœuvre d'encerclement approchait de sa fin. Pourtant, comme il rassemblait ses dernières forces avant l'ultime assaut,
Il fut étonné de voir la lionne dévier sa course et s'arrêter. En 2 enjambées, il l'avait dépassée. En s'éloignant, il vit que la jeune lionne sur sa droite avait brusquement cessé de courir, elle aussi. Elle s'était couchée sur l'herbe, remuant et cinglant l'air de sa queue. Un son étrange, mi-rugissement, mi-gémissement, sortit de ses mâchoires au croc étincelant. Conan prit le risque de ralentir sa course et de jeter un regard derrière lui. À sa grande stupéfaction, il vit que toute la bande avait fait halte, comme arrêtée par une barrière invisible. Des rugissements à faire trembler la terre sortaient de leurs gosiers, exprimant une rage frustrée. Les yeux du cimérien s'étrécirent. Il fronça les sourcils, étonné. Qu'est-ce qui avait arrêté la horde, au moment même où elle était assurée de sa proie? Quelle force invisible avait eu raison de la fureur de la poursuite? Il resta un moment face aux fauves, son épée à la main, se demandant s'ils allaient charger à nouveau. Les lions restaient où ils étaient, à grogner et à rugir, leurs mâchoires dégoûtant de bave. Conan observa alors une chose étrange. L'endroit où les lions s'étaient arrêtés semblait situé sur une ligne de démarcation traversant la plaine. Au-delà de cette ligne, les herbes poussaient épaisses, hautes et grasses. À la frontière invisible, l'herbe devenait clairsemée, sèche et rabougrie, avec de larges bandes de terre nue. Conan était incapable de distinguer avec netteté les couleurs dans la pénombre. Pourtant, il avait l'impression que les herbes de ce côté-ci de la ligne ne présentaient pas la couleur habituelle de la végétation ordinaire. Au contraire, l'herbe à ses pieds semblait desséchée et grise, comme drainée de toute vitalité. De chaque côté, sous la vive clarté lunaire, il voyait la zone d'herbe morte s'incurver au loin et former un cercle de mort, où il se tenait seul. Partie 3. La citadelle noire. Bien qu'il fût toujours mortellement harassé, cette brève pause avait donné à Conan la force de reprendre sa marche. Ignorant la nature de la ligne invisible qui avait arrêté les lions, il ne pouvait savoir combien de temps cette mystérieuse influence les tiendrait en échec, les empêchant de le suivre. C'est pourquoi il préférait mettre la plus grande distance possible entre les fauves et lui-même. Bientôt, il aperçut une masse sombre surgir au sein des ténèbres devant lui. Il continua, redoublant de prudence, son épée à la main. Ses yeux scrutaient les immensités brumeuses de ce mystérieux domaine. La clarté lunaire était toujours vive. Pourtant elle se ternit et devint lointaine, comme voilée par un brouillard s'épaississant. C'est pourquoi, au début, Conan ne put rien voir de la masse sombre et imprécise qui se dressait dans la plaine devant lui, à l'exception de son volume et de son silence. Telle l'idole colossale d'un culte démoniaque primitif, taillée dans une montagne aux pierres noires par des créatures inconnues de l'aube des temps, elle était tapie, immobile, au sein de l'herbe morte et grise. Conan s'approcha. Des détails apparurent dans le bloc sombre et indistinct. Il vit que c'était un édifice imposant, partiellement en ruine. Celui-ci se dressait au milieu des plaines de couches, une construction titanesque, érigée par des mains inconnues, pour des raisons ignorées. Cela ressemblait à un château ou à une sorte de forteresse. Conan n'avait jamais vu pareille architecture. En pierre noire et massive, la construction s'élevait en un ensemble complexe de colonnes, de terrasses et de murailles crénelées. Leur alignement semblait étrangement de guingois. C'était un spectacle déconcertant. L'œil suivait des courbes vertigineuses, qui semblaient subtilement erronées, curieusement déformées. L'énorme édifice donnait l'impression d'un total manque d'ordre, comme si ses constructeurs n'avaient pas joui de toute leur raison. Conan parvint à détacher son regard des courbes ahurissantes, défiant les lois de l'équilibre par son architecture démentielle, et reprit ses esprits. Il crut avoir trouvé, finalement, pourquoi les animaux du Veld évitaient cet édifice en ruine. L'ensemble était nimbé d'une aura de menace et d'horreur insidieuse. Au cours des millénaires qui s'étaient écoulés depuis la construction de la citadelle noire, blottie parmi les plaines, les bêtes sauvages avaient sans doute appris à la redouter et à éviter ses limites ombreuses. De telles habitudes de prudence étaient à présent instinctives. La clarté lunaire diminua soudain tandis que des nuées orageuses s'amoncelaient et assombrissaient à nouveau l'astre défiant les airs.
Le tonnerre gronda au loin, et le regard perçant de Conan entrevit la lueur sulfureuse d'un éclair au sein des formations nuageuses en colère. Un orage était sur le point d'éclater, passager, mais très violent, comme souvent en savane. Conan hésita. D'un côté, la curiosité et le désir de se mettre à l'abri de l'orage imminent le poussaient vers la forteresse en ruine. De l'autre, son esprit de barbare nourrissait une aversion profondément enracinée pour le surnaturel. Devant les dangers naturels de ce monde, il était sans peur, au point de se montrer téméraire. Mais les périls de l'autre monde faisaient naître une peur panique au plus profond de son être, le glaçant jusqu'aux os. Et quelque chose dans cette construction mystérieuse suggérait le surnaturel. Il sentait sa menace d'une manière aiguë dans le tréfonds de son esprit. Un grondement de tonnerre proche le décida. Exerçant un contrôle d'acier sur ses nerfs, il s'avança avec assurance vers le sombre portail. Pointant son épée nue devant lui, il franchit le seuil et disparut à l'intérieur. Partie 4. Les hommes serpents. Conan parcourut toute la longueur de la salle à la voûte élevée, sans trouver le moindre signe de vie. Une épaisse couche de poussière et des feuilles mortes recouvrait les dalles noires. Des débris de matériaux s'entassaient dans les angles de la construction et à la base des impressionnantes colonnes de pierre. Quelle que fût l'ancienneté de cet édifice, il était évident qu'aucune créature vivante ne l'avait habité depuis des siècles. La salle, éclairée par une nouvelle et brève apparition de la lune, comportait un étage. Un balcon à balustre en faisait le tour. Curieux de sonder plus avant le mystère de cette construction énigmatique, tapie dans la plaine à de nombreux lieues de tout autre bâtiment de pierre, Conan erra dans les couloirs aussi sinueux que la trace d'un serpent. Il visita des chambres poussiéreuses, dont il ne put même pas deviner le propos originel. Les dimensions du château étaient vertigineuses, même pour quelqu'un qui avait vu le temple du dieu araignée de Yézud à Zamora, et le palais du roi Yildiz à Agrapour, au royaume de Turan. Une bonne partie de l'édifice, toute une aile en fait, s'était effondrée, formant une masse indistincte et chaotique de blocs de pierre noire. La partie demeurée plus ou moins intacte constituait encore le plus grand bâtiment que Conan ait jamais vu. L'époque de sa construction était au-delà de toute conjecture. L'onyx noir dans lequel il avait été taillé ne ressemblait à aucune pierre se trouvant dans cette partie du monde. Il avait dû être amené de très loin, franchir d'énormes distances. Pourquoi? Conan ne pouvait l'imaginer. Certains détails de l'architecture singulière du château rappelèrent à Conan les tombes antiques du royaume maudit de Zamora. D'autres lui firent penser aux temples interdits qu'il avait entrevus dans la lointaine Hyrcanie, alors qu'il était mercenaire dans l'armée turanienne. Il n'aurait su dire si le château noir avait été construit, à l'origine, pour servir de tombe, de forteresse, de palais ou de temple, ou encore pour toutes ces fonctions à la fois. Un sentiment d'étrangeté se dégageait également du château, troublant et mettant mal à l'aise le Cimmérien, pour des raisons obscures. La façade semblait avoir été construite selon les principes d'une géométrie différente. De même, l'intérieur comportait des aspects troublants. Les marches des escaliers, par exemple, étaient beaucoup trop larges et pas assez hautes, ne convenant guère à des pieds humains. Les portes étaient trop hautes et trop étroites. Pour les franchir, Conan était obligé de se mettre de côté. Les murs présentaient des sculptures aux volutes et aux arabesques géométriques d'une complexité déconcertante et fascinante. Conan s'aperçut qu'il devait user de toute sa volonté pour arracher son regard des murs sculptés, de crainte que son esprit ne soit pris au piège et retenu à jamais par les mystérieux symboles que formaient les lignes contorsionnées. En fait, tout dans cette énigme de pierre étrange et confondante le faisait songer à des serpents. Les couloirs sinueux, la décoration tourmentée. Il lui sembla même sentir une légère odeur musquée, ophidienne. Conan s'arrêta, la mine sombre. Ces ruines oubliées avaient-elles été érigées par le peuple serpent de l'antique Valusie? Ce peuple préhumain avait vécu en des temps incroyablement anciens, avant l'apparition de l'homme lui-même, dans les brumes mystérieuses du passé, lorsque les reptiles géants régnaient sur la terre. Avant les 7 empires et les jours précédant le cataclysme, avant même qu'Atlantis surgisse des profondeurs de l'océan de l'Ouest, le peuple serpent avait alors dominé le monde. Ses traces s'étaient éteintes bien avant la venue de l'homme, mais pas entièrement.
Autour des feux de camp, dans les collines désolées de Cimmérie, puis dans les cours en marbre des temples de Némédie, Conan avait entendu la légende de Kull, le roi Atlante de Valusie. Le peuple serpent avait survécu, ici et là. Sa magie leur donnait l'apparence d'êtres humains ordinaires. Kull avait découvert par hasard leurs secrets. Il avait nettoyé et purifié son royaume de leurs souillures, les exterminant par la torche et l'épée. Toutefois, ce château noir, avec son architecture étrangère, ne pouvait-il pas être une relique de ces terres incroyablement lointaines, lorsque les hommes, défendant leur suprématie, avaient eu à lutter contre ces survivants ophidiens d'âge révolu. Partie 5. Chuchotement d'ombre. Le premier orage passa rapidement au-dessus du château noir. Des gouttes de pluie martelèrent brièvement l'édifice en ruine et des ruisselets d'eau coulèrent par les trous dans la voûte. Puis les éclairs et le tonnerre diminuèrent d'intensité, comme l'orage passait et s'éloignait vers l'ouest, laissant la lune luire à nouveau par les fissures dans la pierre. D'autres orages suivaient, grondant et lançant des éclairs à l'est. Conan dormait d'un sommeil agité dans un coin de la galerie, surplombant la grande salle. Il se tournait et se retournait comme un animal sur ses gardes, qui sent confusément l'approche du danger. La prudence lui avait déconseillé de dormir dans la salle du bas, avec son portail grand ouvert. Même si le cercle de mort semblait arrêter les habitants des plaines, il ne faisait guère confiance à la force invisible qui tenait en échec les bêtes sauvages. Une douzaine de fois, il se réveilla en sursaut, saisissant son épée et scrutant les ombres de velours, cherchant du regard ce qu'il avait tiré de son sommeil. Une douzaine de fois, il ne découvrait rien dans l'immensité ombreuse des ruines antiques. Néanmoins, comme il s'étendait pour se rendormir, des ombres indistinctes s'amassèrent autour de lui, et il crut entendre le chuchotement de voix. Grognant une imprécation lassée à l'adresse de ces dieux barbares, le Cimmérien maudit toutes les ombres et les échos, les vouant aux 11 enfers écarlates de sa mythologie. Il s'allongea de nouveau, essayant de dormir. À la longue, il sombra dans un profond sommeil. Tandis qu'il dormait, il fit un rêve étrange. Son corps était endormi, mais son esprit était éveillé et attentif. Pour les yeux immatériels de son Ka, comme l'appelaient les Stygiens, la galerie, peuplée d'ombres, était éclairée par le faible écho d'une lumière sanguine, dont la source était invisible. Ce n'était ni l'argent argenté de la lune, dont les rayons filtraient par les brèches dans la pierre et tombaient en oblique dans la grande salle, ni la pâle zébrure des éclairs lointains. À la faveur de cette lueur couleur de sang, l'esprit de Conan voyait des ombres. Elles voletaient comme des chauves-souris nébuleuses parmi les colonnes de marbre noir. Des ombres dont les yeux étincelaient, d'une fin sans âme. Des ombres qui chuchotaient en une cacophonie indescriptible de rires moqueurs et de cris bestiaux. L'esprit de Conan comprit que ces ombres au chuchotement impie étaient les fantômes des milliers d'êtres morts dans cet édifice millénaire. Comment il le savait? Il n'aurait pu le dire. Pour son cas, c'était un fait évident. Le peuple inconnu qui avait bâti l'énorme structure de pierre, que ce soit les hommes serpents de la légende valusienne ou une autre race oubliée, avait noyé les autels de marbre du château noir sous le sang de milliers de victimes. Et leurs fantômes étaient enchaînés pour toujours à ce château de la terreur. Peut-être le charme puissant d'une sorcellerie préhumaine les retenait-il de force dans ce monde. Peut-être était-ce le même qui maintenait à distance les animaux du Veld. Ce n'était pas tout. Les spectres du château noir avaient soif du sang des vivants, du sang de Conan. Son corps épuisé était enchaîné, plongé dans un sommeil ensorcelé. Les fantômes ténébreux s'agitaient et voltaient autour de lui, tendant vers lui des doigts impalpables pour le saisir et le déchirer. Mais un esprit ne peut pas faire de mal à un être vivant, à moins qu'il ne se manifeste sur le plan physique et ne revête une forme matérielle. La horde d'ombre qu'actante était faible. Depuis des années innombrables, aucun homme n'avait défié l'antique malédiction et pénétré dans le château noir, les privant ainsi de nourriture. Affaiblis par une longue faim, les fantômes n'avaient plus la force de se matérialiser en une horde de redoutables ghouls. L'esprit de Conan, en train de rêver, savait tout cela. Tandis que son corps était endormi, son Ka observait des mouvements sur le plan astral et surveillait les ombres des vampires. Il les regardait agiter leurs ailes immatérielles autour de sa tête et essayer de tailler sa gorge de leurs griffes impalpables.
Pourtant, en dépit de toute leur frénésie muette, elles étaient inoffensives. Sous l'emprise du sortilège, Conan dormait toujours. Après un laps de temps indéterminé, un changement se produisit dans la lueur rougeâtre émise par les spectres. Ceux-ci se groupèrent et se fondirent en une masse informe, dont les ombres s'épaissirent. La faim poussait ces choses mortes et sans esprit à une alliance dénaturée. Chaque fantôme possédait une petite parcelle de cette énergie vitale nécessaire à la matérialisation corporelle. À présent, chaque spectre ajoutait sa maigre réserve d'énergie à celle de ses frères d'un autre monde. Peu à peu, une forme redoutable, nourrie par la force vitale de 10 000 spectres, commençait à se matérialiser. Dans la pénombre, la transmutation s'opérait lentement, au sein d'une nouille tourbillonnante de particules ombreuses. Conan dormait toujours. Partie 6. Les 100 têtes. Le tonnerre grondait, assourdissant. Les lueurs sulfureuses des éclairs flamboyaient au-dessus de la plaine plongée dans l'obscurité, à nouveau désertée par la clarté lunaire. Les nuées orageuses crevèrent, déversant sur les étendues herbeuses une pluie torrentielle. Les négriers stygiens avaient fait route toute la nuit, guidant leurs chevaux vers le sud, en direction des forêts au-delà du Couche. Jusqu'à présent, leur razzia avait été infructueuse. Pas un seul noir des tribus nomades qui chassaient et faisaient paître leurs troupeaux dans la savane n'était tombé entre leurs mains. Était-ce la guerre ou la pestilence qui avait vidé le pays de toute humanité? Ou bien les tribus, averties de leur venue, avaient-elles fui, se mettant hors de leur portée? Ils l'ignoraient. En tout cas, il apparaissait qu'ils obtiendraient de meilleurs résultats dans les jungles luxuriantes du sud. Les Noirs des forêts vivaient en permanence dans des villages faciles à cerner et à investir. Une attaque soudaine à l'aube permettrait aux négriers d'attraper les habitants comme des poissons dans un filet. Les villageois trop âgés, trop jeunes ou trop malades pour supporter le voyage jusqu'en Stygie seraient massacrés sur place. Ils emmèneraient ensuite vers le nord les malheureux survivants, enchaînés l'un à l'autre, en une longue file humaine. Les Stygiens étaient au nombre de 40, des guerriers bien armés et équipés, portant casques et haubert. C'étaient des hommes de grande taille, au teint basané et aux traits aquilins, puissamment musclés. Maraudeurs endurcis, aguerris, rusés, sans peur et sans pitié, ils n'éprouvaient guère plus de remords à tuer un étranger que la plupart des hommes n'en auraient eu en écrasant un moucheron. La première averse déferla sur leur colonne. Le vent violent cinglait leurs manteaux de laine et leurs robes de lin, faisant voler la crinière de leurs chevaux dans leur visage. Les zébrures des éclairs presque continuels les aveuglaient. Leur chef aperçut le château noir. L'édifice se dressait dans la prairie, au sein de l'obscurité voilée par la pluie, illuminée par les éclairs. Il lança un ordre guttural et enfonça ses éperons dans les flancs de sa grande jument noire. Les autres l'imitèrent et lancèrent leur monture au galop vers les sinistres ruines, dans un fracas de sabots, un crissement de cuir et un tintement métallique. Avec la pluie et la nuit, la façade aux courbes anormales était invisible, et les Stygiens étaient impatients de se mettre à l'abri avant d'être trempés jusqu'aux os. Ils pénétrèrent dans la grande salle, lançant des jurons, vociférant, se secouant pour faire tomber l'eau de leurs manteaux. En un clin d'œil, le silence maussade des ruines avait fait place à un brouhaha sonore. Des broussailles et des feuilles mortes furent entassées. On battit le briquet. Bientôt un feu encore fumant et crachotant bondissait et crépitait joyeusement, au milieu des décombres et des dalles de marbre craquelé, teintant les murs sculptés d'un orange chaleureux. Les hommes disposèrent sur leur sol leurs sacoches de sel, ôtèrent leurs burnous trempés et les étendirent près du feu pour les faire sécher. Ils s'extirpèrent de leurs cottes de mailles et entreprirent de les frotter avec des chiffons huileux. Ils ouvrirent leurs sacoches et mordirent à pleines dents, solides et blanches, dans des miches de pain dur et rassis. Au dehors, l'orage se déchaînait. Les éclairs illuminaient le ciel. Des ruisselets d'eau de pluie se déversaient par les brèches dans la toiture, formant de petites cascades. Les Stygiens n'y faisaient guère attention. Sur le balcon en surplomb, Conan était allongé, immobile, éveillé mais secoué par des frissons qui mettaient au supplice son corps vigoureux. Lorsque l'orage avait éclaté,
Le sortilège qui le retenait prisonnier avait été rompu. Se dressant d'un bond, il chercha du regard la ténébreuse assemblée de spectres qu'il avait vue dans son rêve. Lorsque les éclairs brillèrent, il crut distinguer une forme sombre et amorphe à l'autre extrémité de la galerie. Il se garda bien de s'en approcher. Alors qu'il se demandait comment quitter son refuge sans passer à portée de la chose, les Stygiens firent irruption dans le château, se secouant et poussant des cris. Leur arrivée ne représentait guère une amélioration, eu égard aux fantômes. Ils seraient plus qu'enchantés de le capturer pour le vendre sur un marché d'esclaves. Conan était un combattant redoutable, et ses réserves d'énergie immenses. Pourtant aucun homme ne peut affronter à la fois 40 adversaires résolus, à moins qu'il ne s'ouvre à l'instant même un chemin parmi eux et ne déguerpisse aussitôt du château. Ils auraient facilement raison de lui. Une sinistre alternative s'offrait à lui. Une mort rapide, ou une vie de souffrance employée à des travaux harassants dans un champ d'esclaves en Stygie. Il n'arrivait pas à se décider. Si les Stygiens distrayèrent Conan des fantômes, ils eurent un effet identique sur ces derniers. Poussés par une faim de goule, les créatures ombres se désintéressèrent du Cimmérien au profit des 40 guerriers qui campaient en bas. Suffisamment de chair vivante et de force vitale pour assouvir par 3 fois leurs désirs de spectre. Tels des feuilles d'automne, ils flottèrent vers la balustrade et quittèrent la galerie pour descendre vers la grande salle. Les Stygiens étaient allongés autour du feu, une bouteille de vin passant de main en main. Ils parlaient dans leur langue gutturale. Conan comprenait seulement quelques mots en stygien, mais les intonations et les gestes lui permettaient de suivre facilement la discussion. Le chef, un géant au crâne rasé, aussi grand que le Cimmérien, jurait que par une nuit pareille, rien au monde ne l'obligerait à sortir sous cette pluie battante. Ils attendraient la venue de l'aube dans ces ruines branlantes. Au moins la toiture semblait encore saine par endroits, et on pourrait dormir là au sec. Après avoir vidé plusieurs autres bouteilles, les Stygiens, à présent réchauffés et de meilleure humeur, se préparèrent pour la nuit. Le feu était retombé. Les broussailles l'alimentant ne pouvaient fournir des flammes très vives. Le chef fit signe à l'un de ses hommes et prononça une phrase rauque. Ce dernier protesta. Après une brève discussion, il se leva en grognant et revêtit sa cotte de maille. Conan comprit qu'il avait été choisi pour monter la première garde. Épée à la main et bouclier passé à son bras, la sentinelle se tenait dans l'ombre, à la lisière de la zone de lumière produite par le feu moribond. De temps à autre, il arpentait lentement la salle dans toute sa longueur, s'arrêtant pour regarder vers les couloirs sinueux ou au dehors, par les portes ouvertes. L'orage battait en retraite. Alors que la sentinelle se tenait sur le seuil de l'entrée principale, tournant le dos à ses camarades, une forme sinistre apparut au milieu du groupe, d'où montaient des ronflements sonores. Cela grandit lentement, tirant sa substance de nuées flottantes d'ombre immatérielle. La créature composite, qui se matérialisait progressivement, était constituée de la force vitale des milliers d'êtres morts. Cela devint une forme horrible, une énorme masse boursouflée, d'où dépassaient d'innombrables membres et appendices difformes. Une douzaine de jambes atrophiées supportaient son poids monstrueux. Sur le dessus, ressemblant à d'effroyables fruits, poussaient des têtes par vingtaines. Certaines avaient l'apparence de la vie, avec des cheveux hérissés et des sourcils broussailleux. D'autres étaient de simples protubérances où les yeux, les oreilles, la bouche et les narines étaient disposés au hasard. La vue du monstre sans tête dans cette salle, faiblement éclairée par le feu, aurait glacé de terreur le sang du plus vaillant des hommes. Conan sentit les courpoils de sa nuque se hérisser et sa peau frissonner de dégoût, comme il contemplait ce qui se passait à ses pieds. La chose s'avança lourdement. Se penchant avec maladresse, elle planta dans le corps d'un Stygien une demi-douzaine de griffes acérées. L'homme se réveilla en hurlant. La créature de cauchemar lacéra et mit en pièces sa victime, aspergeant ses compagnons endormis d'horribles débris ruisselant de sang. Partie 7. La fuite est perdue. En un instant, les Stygiens étaient debout. Bien qu'ils fussent des tueurs endurcis, le spectacle était suffisamment terrifiant pour arracher des hurlements d'horreur à certains. Au premier cri, la sentinelle se retourna vivement, revint en courant vers la grande salle, tailla dans le monstre avec son épée. Beuglant des ordres, le chef saisit l'arme la plus proche et se mit à pourfendre la créature. Les autres,
bien que sans cuirasse, encore endormis et hébétés, ramassèrent épées et lances pour se défendre contre la forme qui se traînait lourdement parmi eux et les massacrait. Des épées découpèrent des cuisses contrefaites, des lances s'enfoncèrent dans le ventre mou et gonflé. Des mains et des bras qui cherchaient à saisir et à déchirer furent tranchés net, heurtant le sol avec un bruit sourd, continuant à se tordre et à griffer l'air. Ne ressentant apparemment aucune douleur, le monstre s'emparait des hommes les uns après les autres. Certains Stygiens eurent la tête tordue et arrachée par les mains qui les étranglaient. D'autres furent saisis par les pieds et violemment frappés contre les colonnes, rapidement transformés en débris sanglants. Sous les yeux du Cimérien, blotti dans son refuge, une douzaine de Stygiens moururent de la sorte, le crâne fracassé ou mis en lambeaux. Les terribles blessures infligées aux monstres par les armes des Stygiens se refermaient aussitôt et cicatrisaient. Les têtes et les bras tranchés étaient remplacés par de nouveaux membres qui poussaient sur le corps bulbeux. Voyant que les Stygiens n'avaient aucune chance contre le monstre, Conan décida de prendre congé pendant que la chose était toujours occupée avec les négriers, avant qu'il ne soit l'objet de son attention. Trouvant qu'il serait mal avisé de passer par la grande salle, il chercha une sortie plus directe. Apercevant une fenêtre, il monta jusqu'à elle et la franchit. Elle donnait sur une toiture en terrasse aux tuiles cassées. Le moindre faux pas risquait de le faire tomber dans une crevasse et de le précipiter dans le vide. La pluie avait fait face à une légère bruine. La lune, à présent presque au-dessus de sa tête, dardait à nouveau des rayons intermittents. S'approchant du parapet qui faisait le tour de la terrasse, Conan étudia la façade et découvrit un endroit où les sculptures ainsi que la vigne vierge lui permettraient de descendre assez facilement jusqu'à terre. Avec l'aisance d'un singe, il entreprit de descendre au bas de la façade, étrangement ciselée. La lune brillait de toute sa splendeur, éclairant la cour intérieure en contrebas, où les chevaux des Stygiens étaient attachés. Ils tiraient sur leurs longes et poussaient des hennissements inquiets, affolés par les bruits du combat mortel provenant de la grande salle. Le tumulte de la bataille était dominé par des hurlements d'agonie. Les Stygiens étaient démembrés, les uns après les autres, et mis en pièces. Conan sauta, atterrissant en souplesse sur la terre de la cour intérieure. Il courut rapidement vers la grande jument noire qui avait appartenu au chef des négriers. Il aurait aimé s'attarder un peu, car il lui fallait une cuirasse et un harnachement complet, dont n'avaient plus besoin les cadavres à l'intérieur du château. La côte de maille qu'il avait portée tandis qu'il écumait les mers aux côtés de Bélite avait succombé depuis longtemps à l'usure et à la rouille. Et il s'était enfui beaucoup trop précipitamment, poursuivi par les Bamulas, pour avoir eu le temps de s'équiper d'une manière décente. Pourtant, aucune force au monde n'aurait pu le faire entrer à nouveau dans cette salle, où un monstre horrible, la mort vivante, rôdait toujours, déchiquetant et massacrant. Comme le jeune Cimérien détachait le cheval qu'il avait choisi, une silhouette jaillit en hurlant de l'entrée. Elle traversa la cour pour se jeter furieusement sur lui. Conan vit que c'était l'homme qui avait assuré la première garde. Son casque stygien et sa côte de maille l'avaient protégé des griffes de la créature immonde, lui permettant d'échapper au massacre général. Conan ouvrit la bouche pour parler. Il ne portait pas les Stygiens dans son cœur. Néanmoins, si celui-là était l'unique survivant de son groupe, Conan acceptait volontiers de conclure une alliance avec lui, même temporaire, jusqu'à ce qu'ils aient rallié une contrée plus calme. Conan n'eut pas l'opportunité de faire une telle offre. Les événements que le Stygien venait de vivre lui avaient fait perdre la raison. Ses yeux brillaient d'une lueur sauvage au clair de lune. De la bave dégouttait de ses lèvres. Il se rua sur Conan, faisant tournoyer un cimeterre au-dessus de sa tête, la clarté lunaire faisant étinceler la lame, et hurlant « Retourne à ton enfer, démon !» L'instinct de survie primitif du Cimérien, élevé dans les pays sauvages, le sauva. Il agit sans même réfléchir. Le temps que l'homme arrive sur lui, la propre épée de Conan avait jailli de son fourreau. Les lames s'entrechoquèrent plusieurs fois dans un tintement d'acier et une pluie d'étincelles. Comme le Stygien en regard de dément s'apprêtait à porter un nouveau coup, Conan enfonça la pointe de son épée dans la gorge du guerrier. Le Stygien émit un gargouillement, chancela, et s'effondra à terre. Un instant, Conan se retint à la selle de sa jument, haletant. Le duel avait été bref, mais violent. Le Stygien n'avait pas été un adversaire facile. À l'intérieur de l'antique édifice de pierre, les cris de terreur avaient cessé.
Au hurlement avait succédé un silence sinistre. Conan entendit des bruits de pas, lents, pesants, traînants. La créature monstrueuse les avait-elle tous massacrés? S'approchait-elle de la porte? Sa forme contrefaite allait-elle surgir dans la cour? Conan n'attendit pas pour le savoir. De ses doigts tremblants, il délaça le haubert du mort et lui retira sa cotte de maille. Il prit également le casque du Stygien et son bouclier recouvert de la peau au cuir épais de l'un des grands félins du Veld. Il attacha rapidement ses trophées à la selle, bondit sur son coursier, saisit les rênes et enfonça ses talons dans les flancs de la jument. Il la fit quitter au galop la cour en ruine, la guidant vers la zone d'herbes flétries. Le château hanté par un mal millénaire diminua rapidement derrière lui. Quelque part, au-delà du cercle des herbes mortes, les lions affamés rôdaient. Conan s'en moquait. Après les spectres lugubres de la citadelle noire, c'est d'un cœur léger qu'il tenterait sa chance contre de simples lions.